Alors, bonjour à toutes et tous. Je vais essayer pendant cette présentation de ce qu'on a pu nous connaître aux finances publiques et ce qu'on a essayé de porter syndicalement, de mettre en relation avec déjà ce qu'a présenté Marc tout à l'heure et ce que les questions que vous avez pu avoir, les réflexions que vous avez eues dans la salle, qui ont eu des implications aussi, à peu près les mêmes applications dans notre administration et peut-être que ça permettra aussi après de discuter des éléments comparatifs qu'il peut y avoir entre ce qui se passe dans notre administration et ce qui se passe chez vous à France Travail. Donc oui, je viens pour représenter donc Solidaires Finances Publiques, donc qui est la première organisation syndicale à la DGFiP, qui est dans l'Union syndicale solidaire et qui porte un syndicalisme de transformation sociale avec nos camarades souvent de la FSU et de la CGT. Et au-delà de ça, on a essayé on s'est tout de suite posé la question comment on porte ce syndicalisme dans le cadre justement du développement des outils numériques et principalement de l'intelligence artificielle, et c'est ce qui va guider un petit peu nos travaux au fur et à mesure de l'arrivée des outils d'IA dans notre administration. Donc la DGFiP, c'est une administration donc, qui est en charge de tout ce qui concerne les dépenses et les recettes, l'impôt bien sûr, mais aussi le conseil aux collectivités territoriales, la politique immobilière de l'État, le cadastre, la publicité foncière, donc pas mal de sujets que vous connaissez, qui sont en relation directe avec les usagers, avec les particuliers, avec les entreprises, avec les collectivités locales. Tout à l'heure, on a parlé, je crois que quelqu'un dans la salle a parlé de virage numérique de France Travail. C'est aussi ce qui est arrivé évidemment à la Direction Générale des Finances Publiques, où on a mis en place, en tout cas l'administration, une transformation numérique de l'administration pour, je mets des guillemets, moderniser un petit peu l'action publique et pour lui donner donc une autre approche qui va au fur et à mesure mettre en avant davantage les outils numériques que le service public de proximité, que ce soit dans nos implantations territoriales ou dans la possibilité de pouvoir contacter son centre des services des finances publiques. L'IA va arriver un petit peu dans ce contexte-là de toute numérisation, et ça va être une brique de plus, un élément de plus justement dans ce système tout numérique. On va au fur et à mesure des arrivées de l'IA dans notre administration éviter de s'enferrer nous syndicalement dans un débat techniciste. On va vouloir remettre un petit peu le côté politique au centre du débat, c'est-à-dire à chaque fois pourquoi cet outil arrive, est-ce que c'est utile pour les personnels, qu'est-ce que ça va impacter, quelles vont être les conditions de travail, qu'est-ce qui va se passer pour la mission, et ne pas se laisser justement enferrer sur le côté techno-solutionniste, ça a été utilisé tout à l'heure, et sortir un petit peu du mirage de l'IA, comme quoi ça permettrait d'optimiser, de rendre le service public plus efficient, enfin tous ces termes que vous connaissez déjà. Et donc on va adopter une position qui est ni technophobe, ni technobéate, mais avoir une dimension technocritique où on va mettre en avant les difficultés qui pourraient être générées par tel ou tel outil. Donc je vais essayer si ce n'est résumé, en tout cas, de suivre le plan qu'on a adopté dans notre livre qui est paru l'année précédente. Ah, merci. Aux éditions Sileps, donc liées aux impôts, pour développer deux points principaux, donc les conséquences sur les missions, sur les conditions de travail, et ensuite quelle réponse syndicale y adopter. Donc j'en parlais tout à l'heure du côté numérique, du tout numérique qui a été mis en avant. C'est arrivé dans un contexte de politiques publiques qui ont été transfigurées à partir des années 2000 avec l'arrivée de la LOLF en 2001, où on a mis des indicateurs obligatoires de performance pour les services publics. À partir de là, on a commencé à basculer sur une forme de nécessité de rendre des comptes sur l'efficacité du service public, sur les notions de performance pour calquer un petit peu les méthodes du privé aux méthodes du public. Derrière sont arrivés un ensemble de politiques publiques
Donc avec 2007, sous Sarko, la révision générale des politiques publiques, la RGPP. On est arrivé sur la MAP en 2012 sous Hollande, la modernisation de l'action publique. Après CAP 22 avec Macron, et donc l'arrivée aussi de ce qu'on a appelé un petit peu la Startup Nation. Et donc tout ça systématiquement pour mettre le numérique a pris de plus en plus de place, et on est parti du principe que pour arriver à plus d'efficience, il fallait plus de numérisation et plus de rationalisation également, à la fois notamment dans les dépenses de personnel. Et donc c'est dans ce contexte que les outils d'intelligence artificielle sont arrivés progressivement à la Direction générale des finances publiques. On a, malgré les alertes du défenseur des droits, à la Direction générale des finances publiques, on est arrivé justement à une dématérialisation de plus en plus accrue, avec encore une fois des services des impôts des particuliers qui ont été regroupés, des antennes qui ont été supprimées, des trésoreries qui ont été supprimées en masse, et avec toutes les difficultés que ça a pu générer derrière pour l'ensemble des usagers du service public. Ensuite, est arrivé également dans ce paysage le concept d'État plateforme. C'est-à-dire qu'on a voulu prolonger un petit peu la vision d'un État prestataire de services et qui devait s'ouvrir à l'extérieur, notamment sur l'innovation publique et notamment dans la mise en ligne de données qui était à sa connaissance, alors pas de données individuelles en tant que telles, parce que ça reste encadré par le RGPD, mais des données qui pouvaient être réutilisées à la fois par d'autres administrations, mais également par des acteurs du privé. Donc avec dès 2011, je crois, l'arrivée d'Etalab, data.gouv, où beaucoup d'administrations ont mis en ligne, suite justement à cette recommandation, d'avoir de plus en plus de données qui pourraient être réutilisées. Et nous, on est arrivé, donc avec après, s'en est suivi un ensemble de lois, comme la loi Le Maire dès 2016, qui a ouvert justement, qui a instauré l'open data et qui a permis à des entreprises, des startups, de récupérer certaines données pour proposer des services payants alors qu'ils étaient gratuits auparavant, ils le sont toujours, mais en tout cas sont venus concurrencer le service public. Je donne un exemple, deux même. Par exemple, la délivrance de matrices cadastrales. C'est quoi une matrice cadastrale? C'est que si vous voulez connaître le propriétaire d'une parcelle, vous pouvez demander à votre centre des impôts fonciers, avec une limitation à la semaine et au mois, de quel propriétaire pour telle parcelle. Donc ça, c'est quelque chose qui est gratuit. Et bien, avec les données qui sont mises en ligne par la DGFiP, aujourd'hui, il y a des sites qui ont produit des applicatifs par lesquels on peut moyennement paiement, obtenir ces mêmes informations, mais en s'affranchissant des démarches administratives qui pouvaient être considérées comme trop compliquées. Et donc, plutôt que de mettre des moyens humains pour faciliter l'accès aux services publics, eh bien, avec l'open data, on délègue ces missions à des extérieurs. C'est pareil sur la NTS, quand vous voulez changer votre domiciliation, pour justement mettre la nouvelle adresse en lien avec votre voiture. Si vous ne faites pas attention et que vous tapez changement de domiciliation voiture, vous pouvez tomber sur des sites payants qui proposent de le faire en lieu et place de la préfecture et du site qui est aujourd'hui une démarche gratuite, mais qui n'est plus forcément simple, puisque les préfectures, elles aussi, ont de plus en plus fermé leur accueil au public et que tout ce qui concerne l'immatriculation des véhicules se passe en ligne maintenant aujourd'hui. Donc voilà, tout ça c'est pour placer un petit peu le contexte dans lequel l'IA est apparue. Donc ce sont un ensemble d'exemples justement d'arrivée du tout numérique et qui ont impacté directement la Direction générale des finances publiques. Alors après, du coup, qu'est-ce que ça... quels ont été les impacts sur les conditions de travail et sur les missions en tant que telles. Alors, avant de faire un petit check-up ou une petite liste plus ou moins exhaustive de tout ce qu'on a pu constater, je vais juste citer en amont deux projets qui ont été un petit peu les pierres angulaires, en tout cas
les têtes d'affiche, on va dire, des projets d'intelligence artificielle dans notre administration. Le premier, c'est le foncier innovant. Alors peut-être que vous en avez entendu parler. Le foncier innovant, typiquement, c'est la découverte des piscines qui n'auraient pas été déclarées par les contribuables. Voilà, ça a été un petit peu médiatisé. Donc, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que vous avez une base de données, donc des photos aériennes produites par l'IGN, qui sont traitées avec les moyens externalisés par Google, tant qu'à faire, pour que la démarche du projet soit la plus problématique possible. Et donc Google fait tourner ses algos pour reconnaître, moyennant entraînement algorithmique, mais on en reparlera avec le déplacement du travail, tout ce que ça génère, on en reparlera ensuite, et donc détecte les piscines et les bâtiments qui n'auraient pas été déclarés, qui ne sont pas sur le plan cadastral, mais qui apparaissent sur les images justement de l'IGN. Donc ça, c'est le premier but de ce projet. Le deuxième, c'est de reporter automatiquement les éléments qui ont été découverts et donc faire en lieu et place du géomètre le dessin des piscines et des bâtiments qui auraient été détectés, qui n'avaient pas été déclarés, pour les reporter automatiquement sur le plan cadastral, moyennant une précision moindre qu'un déplacement des collègues géomètres sur le terrain, donc avec une dégradation derrière des missions de service public. Le deuxième projet, c'est le projet contrôle fiscal et valorisation de la requête, donc par des outils de data mining où des profils types de fraudeurs vont être établis, moyennement un croisement de données sur tel ou tel type de risque de fraude. Par exemple, vous allez, si vous avez une entreprise qui a fait beaucoup de provisions va être détectée comme une anomalie et va être ressortie dans une liste que devra vérifier derrière les vérificateurs et vérificatrices. Donc avec du travail répétitif sur un ensemble de listes qui vont être sorties de manière industrielle et donc avec derrière une parcellisation des tâches et une industrialisation des missions. Et là aussi, on y reviendra. Mais ça, c'est le deuxième grand projet qui est arrivé à la DGFiP dès 2013. Donc ça fait plus d'une dizaine d'années que les agents des finances publiques ont été confrontés à l'arrivée de l'intelligence artificielle dans leur mission. Alors, qu'est-ce qu'on a pu constater en termes d'impact sur les conditions de travail ? Alors pour éviter justement de se référer aux seules déclarations et aux seules fiches que nous donnait notre administration, on a voulu essayer de faire notre propre enquête syndicale en envoyant un questionnaire, du coup, alors bien sûr en discutant avec les personnels, mais au-delà de ça, envoyer un questionnaire à l'ensemble des personnels de la Direction générale des finances publiques en leur demandant sur un ensemble de questions ouvertes et fermées quels étaient les impacts sur leurs conditions de travail, et on a réussi à avoir des marqueurs assez forts et qui allaient en contradiction avec ce que promettait un petit peu notre administration. Alors déjà, on a constaté que pour la mise en place de ces outils d'intelligence artificielle, et de manière assez systématique, il y avait un défaut criant à la fois de formation et d'information des personnels. C'est-à-dire que pour 55% d'entre eux, ils n'avaient même pas eu l'information de l'arrivée d'un outil d'intelligence artificielle au moment où ils devaient commencer à l'utiliser. Et donc, ça a engendré forcément des difficultés parce que derrière, qu'est-ce que ça fait sur mon travail? Comment je l'utilise? Comment je dois mettre en place les nouvelles procédures? Quelle pourrait être ma responsabilité, moi, si je me trompe, par rapport à ce que propose l'outil d'intelligence artificielle? Donc, autant de questions qui n'avaient pas été anticipées et auxquelles les agents ont dû répondre. Enfin, en tout cas, ont dû être mis sur le fait accompli et ont dû trouver des réponses par eux-mêmes, soit en interrogeant leur chef de service, leurs collègues, et donc avec toutes les difficultés que ça a pu engendrer. Pas d'information, et évidemment pas de formation. Alors là, c'est plus de 85% des collègues qui n'ont pas été formés sur l'outil d'IA qui est arrivé dans leur service. Alors,
nous, on aimerait quand même à minima qu'il y ait évidemment une formation qui soit dispensée à l'ensemble des collègues pour pouvoir utiliser leur outil d'intelligence artificielle. Mais en plus de ça, on aimerait une formation justement qui explique quels sont les dangers de l'IA, un petit peu ce qui a été expliqué par Marc au début, que systématiquement, il y ait cette compréhension de ce que c'est l'IA et de ce que ça peut générer ensuite. Mais pour l'instant, aujourd'hui, en tout cas, dans notre administration, on en est très très loin. On a constaté aussi une restriction assez drastique de l'autonomie des personnels, donc avec plus de 47% des enquêtés qui se considéraient comme plus ou moins autonomes. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait la possibilité, donc pour les contrôles, ceux qui faisaient de la programmation de contrôle fiscal, d'avoir leur connaissance métier, la technicité métier du tissu fiscal local, et donc de croiser des données, faire du requêtage en fonction du tissu local et de ce qu'il ou elle connaissait déjà des entreprises qui étaient dans leur secteur. L'arrivée des listes data mining a centralisé est arrivé à une division très verticale justement du travail, dans le sens où l'agent n'avait plus cette capacité à choisir sur quels axes il devrait cibler davantage la programmation du contrôle fiscal. C'est-à-dire que maintenant, il va recevoir un ensemble de listes directement d'un outil de data mining conçu par les équipes des services informatiques à Bercy, à Paris, et qui va s'imposer à lui, dans le sens où après, il va devoir principalement travailler sur des listes qu'il devra apurer et dont il devra considérer si oui ou non elles sont pertinentes. Donc c'est vraiment un changement assez radical dans les missions et dans les conditions de travail, parce que derrière, ça a aussi évidemment des impacts sur la technicité. C'est-à-dire que tous les personnels qui étaient en capacité justement d'avoir un regard critique sur les listes data mining vont voir que non, là, ça c'est pertinent, ça ne l'est pas. Par contre, au fur et à mesure de l'arrivée de nouveaux collègues qui sont de moins en moins formés, parce qu'avec une baisse des moyens sur la formation initiale, sur la formation continue, avec de moins en moins de collègues à leur côté pour qu'ils, quand ils arrivent dans les services, être en capacité justement d'être formés par les collègues, et bien du coup, on va se retrouver avec une sorte de biais de considération que l'outil informatique va leur apporter la bonne réponse, et on a parfois des collègues qui en tout cas se trompent ou utilisent les outils d'intelligence artificielle et des listes comme elles arrivent, parce qu'ils ne sont plus en capacité, ou en tout cas moins en capacité de sélectionner quelle typologie d'erreur, quelle typologie de fraude, de risque de fraude, justement, pourrait arriver à des résultats, ou en tout cas pourrait être vraiment utile lors de la vérification en entreprise. Au-delà de la technicité, donc ça aussi on l'a évoqué un petit peu, je l'ai déjà abordé, c'est la parcellisation et l'automatisation des tâches. Donc on a une morcellisation assez importante, où avant on avait les personnels avaient une connaissance de l'ensemble de la chaîne du travail, et aujourd'hui chacune va être cantonné à une mission très précise. Quand vous aviez les géomètres qui allaient sur le terrain, voyaient quel type de maison était en train de se construire, aller voir avec la commune si oui ou non il y avait eu un dépôt de permis de construire, et qu'aujourd'hui on se retrouve à lui demander de se mettre devant un écran pour cliquer si oui ou non c'est une piscine, oui ou non c'est un bâtiment, oui ou non il est taxable, oui ou non il n'est pas taxable. On se retrouve avec vraiment le mettre le cloisonner en tout cas dans une mission qui n'est dans laquelle il ne se retrouve pas, et qui n'est plus vraiment celle qu'il a connue et celle pour laquelle il a été formé. Pareil dans le cadre de la programmation du contrôle fiscal, avec l'exploitation industrielle qui incite les collègues à se considérer comme des clics-boutons plus que comme des personnels reconnus, avec un travail qu'ils considéraient comme valorisant, et pour lequel maintenant ils ont perdu un petit peu tout sens au travail. Et
Pour nous, à la Direction générale des finances publiques, la perte de sens, elle est manifeste. Alors, elle est induite par beaucoup de faits extérieurs. Bien sûr, les suppressions d'emplois, l'absence de revalorisation de la rémunération, mais également par l'idée que, eh bien maintenant, ce qu'on fait, c'est plus que de l'abattage. On nous demande plus que de faire du chiffre, et la qualité du travail n'est plus regardée. Et donc, on est là pour remplir des statistiques plus que pour avoir un travail qualitatif. Et les outils d'intelligence artificielle accentuent très fortement ce sentiment auprès des collègues. Sur la charge de travail, idem, ça nous a souvent été vendu comme, enfin c'est pas souvent, systématiquement, tout projet d'intelligence artificielle est vendu comme un outil qui va permettre aux agents de se consacrer à des tâches qui seraient plus intéressantes. Donc on a posé cette question, nous au personnel, on l'a posée telle quelle. Est-ce que les outils d'intelligence artificielle vous permettent de vous consacrer à des tâches dites plus intéressantes? 85%, la réponse est non. Donc, même nous, on n'aurait pas osé avoir un chiffre aussi important. Donc, la réalité a dépassé nos espérances. Pareil pour la charge de travail, ça n'a pas du tout baissé la charge de travail des collègues. Au contraire, ça leur a mis une pression supplémentaire, notamment par le biais d'un indicateur supplémentaire qui est prévu en loi de finances. C'est-à-dire que maintenant, pour ce qui concerne la programmation du contrôle fiscal, plus qu'un objectif qualitatif, alors soit purement budgétaire, il faut réussir à récupérer le plus d'argent possible. Alors ça, c'est un peu caricatural. Soit d'égalité devant l'impôt, c'est-à-dire faire des contrôles fiscaux qui soient assez diversifiés pour que l'ensemble des typologies d'entreprises ou de particuliers soient bien contrôlés de la même façon, dans les mêmes conditions, plutôt que ces indicateurs-là, ils ont collé un indicateur d'utilisation des outils d'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, les agents sont obligés d'utiliser à 50% à minima les outils de programmation du contrôle fiscal par data mining, à la fois sur les entreprises et sur les particuliers. Et ça, c'est en mettre en relation avec l'efficacité présupposée de ces outils. Et aujourd'hui, si on a 50% donc de la programmation qui est introduite par l'intelligence artificielle, ça ne représente que 13% des droits notifiés. Donc vous avez 50% qui est fait par IA, mais au final que seulement 13% des recettes du contrôle fiscal aujourd'hui. Donc on met l'accent sur quelque chose qui fonctionne moins bien que le contrôle d'initiative. Et donc pour nous, c'est quand même une vraie problématique. Et là encore, ça interroge sur les questions de sens au travail, quand on voit que les résultats ne sont même pas à la hauteur des moyens informatiques numériques qui sont mis. Alors on a parlé là de beaucoup des conditions, de l'impact sur les conditions de travail, donc ça a aussi un impact direct sur l'émission. Qu'est-ce qu'on a constaté à la Direction générale des finances publiques ? Déjà la volonté de favoriser l'externalisation. On a parlé de Google, Capgemini, Soprasteria, il y a plein d'opérateurs qui sont ravis de pouvoir choper un marché public juteux pour lequel ils vont pouvoir proposer leurs services, soit en se faisant rémunérer grassement, soit, Marc le disait tout à l'heure, en améliorant ou en utilisant les données qui sont proposées par l'administration pour parfaire leurs produits. Je pense notamment à une société, une start-up, une de plus, qui s'appelle Omiwoo, alors personne ne la connaît, mais qui fait un peu comme meilleursagents.com et qui a fait un contrat avec la Direction nationale d'intervention domaniale pour proposer aux agents un outil qui va évaluer automatiquement la valeur d'un bien immobilier. Donc on a des évaluateurs domaniaux qui sont censés faire ce travail, mais dans certains cas, on va leur demander d'utiliser cet applicatif qui va utiliser des bases de données à la fois sur l'open data que vous pouvez retrouver sur les dernières ventes immobilières, croisées avec des annonces immobilières actuelles,
Et tout ça, ça va passer à la moulinette pour sortir un prix au mètre carré et qui est systématiquement, en tout cas, parfois en inadéquation avec ce qu'aurait proposé l'évaluateur domanial et systématiquement en plus complètement opaque et complètement invérifiable et insoutenable juridiquement parlant. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Problématique d'opacité, hein, du coup, systématique. Alors l'opacité, elle se retrouve de deux façons différentes. Opacité sur le développement des outils d'intelligence artificielle, lesquels sont développés dans quel service. Pour nous, c'est très difficile d'obtenir l'information. Et la deuxième problématique d'opacité, c'est pour les questions d'explicabilité des résultats qui sont proposés par les outils. C'est-à-dire qu'on a des collègues qui se retrouvent avec des listes de data mining, parfois. Ils ne comprennent pas pourquoi certaines entreprises arrivent dans telle ou telle typologie d'erreurs ou de risques de fraude. Idem pour des collègues qui faisaient du contrôle de la dépense et qui contrôlaient justement les dépenses des ambassades d'une manière comptable et qui demandaient justement des pièces supplémentaires aux ambassades quand ils constataient qu'il y avait tel ou tel risque d'erreur comptable sur telle ou telle dépense. Eh bien, quand on a mis en place un outil d'intelligence artificielle, du jour au lendemain, on leur a demandé de contrôler davantage les dépenses de carburant. Alors, c'est arrivé sur une ambassade, puis 2 ambassades, et puis l'outil a semblé s'auto-alimenter. Du coup, il a systématiquement demandé aux collègues de demander des pièces justificatives sur les factures d'essence, et ils ne comprenaient pas pourquoi. Les ambassades ne comprenaient pas pourquoi non plus. Elles sont revenues vers les collègues en lui disant « Mais pourquoi vous nous demandez ces pièces-là alors que pour nous, il ne semble pas qu'il y ait de difficultés, et en plus, on n'a pas forcément d'éléments supplémentaires à vous donner. » Les collègues n'étaient pas en capacité de leur répondre. Ils ont demandé à leur hiérarchie qui n'était pas en capacité de leur répondre. La hiérarchie a demandé à la direction générale à Bercy qui n'était pas en capacité non plus, qui s'est retournée vers le prestataire, parce que c'est le prestataire seul qui avait la maîtrise du code. En tout cas, il y a des... Donc, ça a été un petit peu assez symptomatique. Alors, ça s'est corrigé depuis, mais en tout cas, ça a été très symptomatique justement des risques concernant l'opacité. Et c'est quelque chose qu'on a constaté assez rapidement quand l'outil a été mis en place. Problématique des biais aussi, on en a parlé tout à l'heure. Les biais, on en a constaté plusieurs. Alors, le biais de reconnaissance, pour comparer avec ce qui s'est fait à la CAF, vous en avez peut-être entendu un petit peu parler, où on a eu une systématisation de certains contrôles sur des populations précaires, parce que plus susceptibles de frauder, comme les mères célibataires ou les personnes qui touchaient l'allocation la AH, allocation autonomie handicapée, ces personnes-là avaient plus de chances de se voir contrôler du seul fait justement d'être mère célibataire ou toucher cette allocation. Alors nous, c'est difficile au niveau du contrôle fiscal qui utilise un peu les mêmes outils de data mining, mais pour lesquels on ne réussit pas à obtenir le code source, secret fiscal et compagnie. Donc c'est plus compliqué. Même la quadrature s'y est cassé les dents, c'est plus difficile d'obtenir. Donc on a moins de possibilités justement de réussir à déterminer si oui ou non il y a aussi ces risques de discrimination. Ce qu'on a quand même constaté dans certains cas, par exemple sur le contrôle des comptes à l'étranger, on a eu une explosion du nombre de contribuables portugais d'origine portugaise à contrôler. Alors, il n'y a pas de discrimination parce que coché portugais, mais sans doute lié à un système bancaire particulier, ou en tout cas à un ensemble de caractéristiques particulières qui faisaient que ce service-là, du jour au lendemain, s'est mis juste à devoir contrôler de plus en plus de contribuables qui avaient un compte étranger au Portugal. Donc, on n'en tire pas de conclusion parce qu'on n'a pas les moyens techniques de le vérifier, mais en tout cas c'est ce que nous on a pu constater. En tout cas c'est ce que les collègues nous ont fait remonter. Et enfin dernier impact sur l'émission, problématique de proximité. Les outils d'IA ont encore davantage écarté nos collègues de la réalité du terrain, mais ça on l'a un petit peu déjà évoqué.
On a d'autres risques qui ne sont pas encore manifestes aujourd'hui, mais qui peut-être demain vont arriver à la DGFiP, surveillance accrue du salarié, du fonctionnaire, avec certains outils, notamment un dans le cadre du parc informatique, où maintenant on va réussir à prédire, enfin en tout cas l'idée c'est de pouvoir prédire quand les matériels informatiques vont tomber en panne et vont nécessiter une intervention des services informatiques. Donc pour cela, par rapport au travail de l'agent, on va collecter justement l'ensemble de ce qu'il fait pour voir à quel moment il risque d'y avoir une nécessité d'intervenir sur son poste de travail. Donc derrière, forcément, collecte des données et quid derrière, à terme, d'un traitement RH ou autre, justement, de ces données qui seront collectées sur son activité. Les IA génératives qui arrivent aussi chez nous. Donc, il y a eu le développement un petit peu raté d'Albert dans les maisons France Service. Donc, cet outil, un chatbot qui devait aider les personnels, mais qui apparemment est en état de mort cérébrale. On attend la version 2, mais en tout cas, aux dernières nouvelles, ce serait foutu, et qui utilisait un modèle Llama mis en place par Facebook, sur lequel les agents devaient alimenter et devaient le faire en sorte qu'il soit de plus en plus opérant. Mais bon, voilà, sans rentrer dans le détail, ça n'a pas fonctionné. D'autres IA génératifs qui pourraient arriver demain à la DGFiP sur les centres de contact, avec du coup des réponses automatiques qui seraient proposées aux contribuables sur des réponses de premier niveau, des réponses dites simples. Et les premiers retours sont pas géniaux, avec des réponses qui sont pas très opérantes, ou qui ne répondent pas vraiment aux besoins des usagers. Et nous, on y voit là systématiquement une réponse technosolutionniste a un vrai problème, c'est de l'accroissement des mails qui est dû à la suppression des implantations de proximité, qui est dû aux difficultés de contacter par téléphone. Donc forcément, quand par exemple il y a eu la mise en place de gérer mes biens immobiliers, cet outil qui a complètement buggé et qui a fait en sorte que des enfants soient taxés à la taxe d'habitation secondaire, et qui a généré des millions, des centaines de milliers de mails, eh bien plutôt le vrai problème, ça devrait dire, on devrait former des personnels en compétences, en capacité de pouvoir répondre, et non, évidemment, le solutionnisme technologique est arrivé, et on a voulu développer une IA qui ne fonctionne pas très très bien. Voilà, je fais long, il me reste combien de temps encore ? J'en suis si, allez, 10 minutes, un quart d'heure. Sur les actions syndicales. Sur l'action syndicale qu'on a essayé de mener. Alors, déjà, on a été confronté, la première chose, je l'ai évoqué tout à l'heure assez rapidement, un défaut cruel d'information. C'est-à-dire que l'administration, ou les différentes directions départementales, elles menaient ci et là des projets d'IA, et nous, on n'avait aucune information, ou quand on en avait, c'était des PowerPoint assez pourris avec des schémas très généraux, très vagues, pour nous expliquer que l'IA, c'est génial et que tout va fonctionner. Donc nous, la première chose qu'on a essayé de faire, c'est déjà de faire une sorte de veille et de systématiquement s'inscrire à tous les webinaires à la con, dans lesquels ils mettaient en avant l'IA, mais pour lesquels on avait plus d'informations que dans le cadre du dialogue social. Donc quand il y avait un événement entre data scientists, on essayait d'y aller. Quand il y avait un événement entre l'administration et d'autres administrations, on essayait de s'inscrire, de choper le lien. Voilà, ça a été, on s'est inscrit à tous les profils LinkedIn, et sincèrement, ça fait mal, des responsables informatiques à la DGFiP. Voilà. Mais ça a été le seul moyen qu'on avait pour essayer de récolter de l'IA et avoir l'information sur ces projets, qu'est-ce que ça induit, combien ça coûte, parce qu'évidemment, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément.
Et donc, c'est la première chose qu'on a faite. La deuxième, c'est de se mettre en lien avec à la fois des chercheurs et à la fois aussi des journalistes qui nous ont aidés, notamment des journalistes d'acteurs publics qui ont réussi de leur côté à dénicher quels étaient les coûts de tel ou tel projet. Et c'est comme ça qu'on a su que le foncier innovant coûtait à peu près 40 millions d'euros, plus 2 millions par an de maintenance et d'utilisation du cloud de Google. Donc ça a quand même un coût. Et aujourd'hui, on a récupéré 50 millions d'euros grâce à ça. Donc voilà, coût assez marginal, sachant que la fraude fiscale, c'est entre 80 et 100 milliards d'euros, pour donner un ordre de grandeur. Donc 40 millions, c'est une goutte d'eau dans l'océan de la fraude fiscale. Ça, c'est le côté piscine, c'est pour faire un petit jeu de mots bien senti. Voilà, je vous remercie d'applaudir. On a aussi pu bosser avec l'IRES sur la question du dialogue social et sur comment outiller les organisations syndicales au moment de l'arrivée d'un SIA dans leur secteur d'activité. Donc on a fait un registre justement à demander à l'administration pour avoir justement quelle typologie d'IA est utilisée, quel coût, est-ce qu'il y a un déplacement du travail, quels sont les prestataires, enfin voilà, on a tout listé justement pour permettre aux organisations syndicales de s'en emparer et avoir des questions un petit peu, enfin en tout cas une liste à poser ou à essayer de retrouver. On a aussi essayé de faire des demandes CADA, donc quand on n'avait pas les informations, donc à la commission d'accès aux documents administratifs, en tout cas on demande à cette commission de dire à l'administration qu'elle était en obligation de nous donner tel ou tel document. Donc c'est une procédure assez longue, mais qui peut fonctionner parfois, et c'est comme ça qu'on a réussi aussi à obtenir certaines informations. On a aussi, utiliser les instances du dialogue social, mais alors évidemment sans candeur, sans naïveté, mais en tout cas essayer de mettre en place, notamment dans le cadre de la formation spécialisée, des études d'impact sur les conditions de travail, mais tout en ayant conscience que ce que produira l'administration in fine risquerait de tourner un petit peu dans son sens, mais ça peut nous donner quand même quelques pistes et quelques éléments supplémentaires. On a aussi beaucoup bossé sur la communication auprès des personnels, pour forcément essayer de démystifier un petit peu ce que c'est que l'IA et de ne pas, encore une fois, en faire qu'un outil, ou en tout cas qu'une approche entre spécialistes, mais bien redonner au personnel le goût d'être acteur un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui dans l'administration, donc soit par la mobilisation, soit par la discussion, soit en nous faisant remonter justement quelles sont les problématiques, mais en tout cas éviter justement cette espèce de difficulté à appréhender le sujet. L'importance aussi de l'interpro, et c'est pour ça que, à titre perso, je suis ravi d'être ici, c'est que on est parfois cloisonné un petit peu dans notre environnement professionnel, et en fait les outils d'IA, ils se développent un petit peu de la même façon dans l'ensemble des branches, et c'est, je pense, assez important de pouvoir discuter de ce qui se passe dans l'ensemble des secteurs professionnels. On a essayé de le faire à Solidaire, et on voit que ce qui se passe à la Poste, ce qui se passe dans certaines sociétés, Amazon aussi, ce qui se passe dans d'autres administrations ou même dans des sociétés privées, type Onclusive, qui était un média qui a supprimé du jour au lendemain un ensemble de personnel par la mise en place justement d'un outil d'intelligence artificielle. On a des chemins communs à faire, et justement à des revendicatifs à essayer de peaufiner. On a quelque chose qui est assez nouveau, en tout cas qu'on a constaté, c'est que maintenant notre adversaire, l'administration et nos adversaires politiques s'adaptent un petit peu justement à toutes les critiques qui sont faites autour de l'IA. La question des suppressions d'emplois, systématiquement, ils nous disent non, vous inquiétez pas, c'est pas pour supprimer des emplois. Mais derrière, on voit qu'il y a une mécanique de volonté d'économie des personnels, parce que tous les projets d'IA, en tout cas chez nous, bénéficient d'un fonds de transformation de l'action publique qui ne sont donnés que s'il y a une suppression d'emplois qui sont prévisionnés. Donc il faut réussir à leur remettre systématiquement ça un petit peu dans les dents. La question environnementale aussi, elle est cruciale, on l'a déjà un petit peu évoqué, mais
l'administration reconnaît en face de nous que oui, il y a une dimension écologique qu'il faut prendre en considération. C'est pour ça qu'on veut mettre en place des IA frugales. Alors, c'est le nouveau truc à la mode. Sauf qu'on ne se pose pas la question de est-ce que cet outil est indispensable au travail? Est-ce que c'est nécessaire à la DGFiP, on a de plus en plus de data centers qui consomment beaucoup, mais au-delà de ça, t'en parlais tout à l'heure, Alex, c'est l'extractivisme, les cartes GPU, la consommation d'eau, enfin tout ce qui va avec. On n'a jamais de bilan environnemental de la mise en place de tel ou tel projet. Pour nous, ça devrait être un prérequis et ça devrait être indispensable systématiquement. Et une dernière problématique qu'on voit poindre, et sans vouloir faire peur, on met en place aujourd'hui un ensemble d'outils qui demain pourraient être utilisées à des fins autrement plus craignos que celles pour lesquelles elles sont aujourd'hui. On ne peut pas ignorer le fait que l'extrême droite monte aujourd'hui et que leur mettre à disposition des outils qui permettraient de pouvoir faire un requêtage ciblé selon tel ou tel critère, c'est peut-être pas l'idée du siècle. On parle aussi de la montée du technofascisme avec pas mal d'auteurs, type Asma Mala ou d'autres, qui montrent que l'utilisation des réseaux sociaux, l'algorithmie met en avant de plus en plus de contenu haineux de côté. On parlait de Trump tout à l'heure. Enfin voilà, c'est aussi une vraie problématique de l'arrivée de l'IA aujourd'hui. Alors même si elle se retranscrit peut-être pas directement dans notre quotidien professionnel, il faut aussi avoir ça en tête. Vous avez à France Travail, on a à la DGFiP des données sensibles sur les utilisateurs, sur les usagers, et il ne faudrait pas que ce soit utilisé à des fins assez malveillantes. Donc aujourd'hui, quelles sont nos exigences syndicales? Et je m'arrêterai là-dessus, même s'il y avait plein de choses encore à développer, mais évidemment l'arrêt des projets d'IA qui servent à supprimer des emplois. Ça, c'est le fondamental. En tout cas, c'est la base. On ne peut pas mettre en place une IA, on ne devrait pas, en tout cas, en y adjoignant une suppression d'emplois ou des économies prévisionnelles, une efficience présupposée. Des concertations en amont des projets numériques, donc en y associant tous les personnels. Pouvoir, nous, en tant que représentants du personnel, discuter aussi de la technique avec les concepteurs, conceptrices de l'outil, et de ne pas avoir que des discussions très généralistes, mais bien voir qu'est-ce qui va être mis en place. Avoir des bilans sur les expérimentations, c'est quelque chose qu'on n'a jamais. Et quand on les a, c'est de manière très sporadique. Une cartographie très précise des projets d'IA, ça c'est quelque chose qui manque dans notre administration et dans l'ensemble des services publics. Des retours et la possibilité de revenir en arrière quand ça ne fonctionne pas. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, le MIT a sorti une étude comme quoi 95% ou 90%, je ne sais plus, 95% des projets d'IA qui sont développés dans le monde finiraient par péricliter. Donc, en tout cas, d'être inefficace, donc d'avoir la possibilité de revenir en arrière. L'étude précise sur les effets, donc sur les salariés. Et enfin, d'avoir aussi nos outils internes. On en parlait tout à l'heure, l'importance de les développer à minima en interne et d'avoir une filière, justement, pour les informaticiens des DGFiP qui puissent toutes et tous se former. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie pour votre écoute.